Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui le 28 décembre 2019 pour le 171e SITREP sur le Donbass, le dernier de l'année 2019. Je vais faire un bilan à la fois sur la semaine, mais aussi sur l'année en termes de bombardements, de pertes, entre autres aussi bien militaires que civils de notre côté et côté ukrainien. Et je vais surtout parler des deux grosses informations de la semaine, qui sont l'échange de prisonniers qui doit avoir lieu enfin demain au format tous les prisonniers identifiés contre tous les prisonniers identifiés. Ça a été une odyssée, cette histoire-là. Et le travail actuellement en Ukraine sur une loi sur les médias qui promet d'instaurer une censure absolument inédite. Enfin là vraiment, c'est de la dictature, il n'y a pas d'autre terme. Donc voilà un petit peu la situation. En tout cas, du 21 au 27 décembre 2019, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en RPD à 52 reprises, donc on est un petit peu plus que la semaine passée. Bon, par contre, elle a tiré moins d'obus de mortier, on est seulement à 35 obus de mortier de 120 et 82 mm, donc on est quand même à bien moins que la semaine passée. Et si on rajoute toutes les munitions d'un calibre inférieur mais supérieur à 12,7 mm, on arrive à un total de 466 munitions, donc on est un petit peu moins que la semaine passée, mais c'est pas transcendant. Il faut y rajouter les 3 violations et 33 munitions, dont 5 obus de mortier de 120 mm, tirés par les forces armées ukrainiennes durant les dernières 24 heures. C'est, voilà, le cessez-le-feu permanent et total. Je vous avais dit que c'était très mal barré pour la fin de l'année. Voilà, on a encore confirmation. Voilà. En tout cas, cette année, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en RPD à 5046 reprises. C'est énorme. Je vous montrerai un petit graphique. Vous voyez l'évolution par mois. Et vous vous rendez compte que avant ou après l'intronisation de Zelensky, hein, donc qui a eu lieu au mois de mai, c'est pareil. On ne voit pas la différence. C'est même pire après, d'ailleurs. C'est même pire après, si vous regardez les plus gros pics, on les a une fois que Zelensky est président. Ce qui montre bien que Zelensky fait même pire que Poroshenko. Donc c'est ce que je disais, malheureusement. Voilà, tout ce qu'il a raconté, c'était de la flûte, de la promesse électorale, etc. Lors de ces 5046 violations du cessez-le-feu, durant l'année 2019, l'armée ukrainienne a tiré plus de 20 000 munitions sur le territoire de la RPD. Dont 66 munitions de lance-roquettes multiples et 6612 obus, que ce soit d'artillerie ou de mortier. Donc c'est quand même énorme, hein, voilà, faut quand même rappeler qu'on est censé avoir un cessez-le-feu et qu'on a eu plusieurs trêves qui ont été décrétées et qu'on en est toujours là. Voilà, donc ça va pas du tout, enfin je veux dire, le résultat est pas du tout satisfaisant. Les tirs de cette semaine de l'armée ukrainienne ont blessé 2 soldats de la RPD et 1 civil, donc je vous montrerai une petite carte, donc c'est le point le plus haut, donc ce monsieur a été blessé, était aussi dans un cimetière près de Charta-Chesiem, donc la mine 6-7 au nord de Gorlovka. L'armée ukrainienne a ouvert le feu et l'homme a été blessé, bon pas très gravement, mais enfin quand même. On a eu aussi 5 habitations, le système de ventilation d'une mine aussi qui ont été endommagés, donc pareil, là, je vous les montrerai sur la carte. Vous allez voir, vous avez tout un groupe d'adresses ensemble, c'est les 5 maisons qui ont été endommagées. Si on fait le bilan depuis le début de l'année 2019, on en est quand même à 166 morts en RPD, dont 157 militaires, et parmi les civils, on a eu 6 femmes et 3 hommes. Et on a eu 223 blessés, dont 149 militaires, et parmi les civils, 24 femmes, 45 hommes et 5 enfants. C'est vraiment pas top, c'est vraiment énorme. On a un certain nombre de personnes qui ont été blessées aussi en marchant sur des mines, surtout parmi les civils. Si on regarde juste ceux qui l'ont été à cause des bombardements de l'armée ukrainienne en tant que telle, parmi les blessés civils, on en a eu 44 qui ont été blessés par des bombardements, dont 2 enfants. Les autres l'ont été par des mines ou des engins explosifs improvisés, ce genre de choses, quoi. Côté ukrainien, eh bien, cette année, sur les 20 tentatives d'envoyer des groupes de sabotage reconnaissance en RPD, 9 se sont finis par des morts. Ils ont eu quand même un total de 19 de leurs soldats qui font partie de ce type d'unité de sabotage reconnaissance qui sont rentrés chez eux dans un cercueil. Et 24 qui sont désormais handicapés.
Voilà. Donc je pense que c'est quand même assez révélateur. Moi quand je vois, je vous en parlerai un petit peu après, Pristaïko, le ministre des Affaires étrangères ukrainien, qui vient se plaindre que les pertes humaines ne se sont pas arrêtées, bah arrêtez d'envoyer vos unités, essayez d'infiltrer nos lignes de défense. Vous aurez déjà moins de morts comme ça. Voilà. Bon, ça stoppera pas tout parce que vous avez quand même beaucoup de pertes hors combat, donc mais bon. Si on regarde les chiffres des pertes de l'armée ukrainienne pour l'année 2019 au total, alors les chiffres officiels c'est 97 morts et 577 blessés. Sauf qu'en fait, quand on regarde les rapports même pseudo-officiels, etc., on se rend compte qu'en fait, non, c'est pas du tout ça. La milice populaire de la RPD a en fait recalculé les chiffres et s'est rendu compte que les chiffres réels sont plus proches de 350 morts et plus de 800 blessés, dont la plupart sont des pertes hors combat. Hein. Donc, mauvais maniement des armes ou des munitions ou des explosifs, suicides, quand ils marchent ou roulent sur des mines, quand ils se tirent dessus entre eux, les bagarres entre soldats alcoolisés, etc. Ils ont aussi toujours beaucoup de désertions. Parce qu'ils ont eu quand même 4824 soldats qui se sont barrés sans permission de leur unité, dont 603 officiers. Et sur ce total, 1206 désertions ont eu lieu dans la zone de l'opération des forces interarmées, y compris 68 qui sont partis avec leurs armes. Voilà. C'est beau l'état de l'armée ukrainienne, hein, je veux dire, là quand même à un moment, faut... Voilà. Bon, on ne sait pas combien ont été repris et ramenés de force dans leur unité derrière, mais ça en dit long. Les mecs ils se barrent en courant, quoi, je veux dire, voilà. Donc, la nouvelle la plus importante de cette semaine, c'est l'échange de prisonniers qui aura lieu demain au format 87 pour 55. Donc 87, c'est le nombre de prisonniers que l'Ukraine va nous rendre. Et 55, c'est le nombre de prisonniers que la RPD et la RPL vont rendre à l'Ukraine. Ça n'a pas du tout été simple, ça a été une véritable odyssée ce truc. Parce que vous vous souviendrez que lors de la dernière réunion du groupe de contact à Minsk, la discussion concernant l'échange de prisonniers s'est terminée par un cul-de-sac. Mais bon, la RPD et la RPL avaient insisté pour faire une deuxième séance de négociation en format vidéoconférence, pour essayer au moins quand même d'obtenir l'échange de prisonniers. Avant la fin en tout cas de l'année 2019. La vidéoconférence a commencé en début d'après-midi, il a fallu plus de 3 heures pour arriver à un résultat concret. Bon, ça y est, on avait enfin réussi à obtenir de l'Ukraine, entre autres, la procédure d'appurement judiciaire des prisonniers qui devaient être échangés. C'était ça le gros point de blocage. C'était vraiment ce problème, c'est-à-dire qu'en fait, quand l'Ukraine nous rend des prisonniers, elle doit finir toutes les procédures judiciaires contre ces prisonniers, pour pas que les procédures judiciaires puissent être relancées après, une fois qu'ils ont été libérés. Ce qu'ils ont fait par le passé à de nombreuses reprises. Hein. Comme je disais, Vladimir Tsemar, qui a été échangé avec la Russie au mois de septembre, typiquement, c'est ce genre de cas. Hein. Il a été échangé et les poursuites ont repris tout de suite après. Donc on veut éviter ce genre de choses. Donc c'était vraiment ça le point de blocage. Mais alors on avait à peine obtenu un accord pour l'échange de prisonniers que Kiev a commencé à saboter le processus en retirant des gens de la liste des personnes à échanger, mais genre 40 personnes quoi, tu vois, pas un petit chiffre quoi, tu vois, ils ont essayé d'en retirer la moitié quoi. Déjà pendant les négociations, ils avaient essayé de retirer je crois 11 personnes qui étaient je crois d'anciens Berkout et les deux républiques populaires ont dit non, vous les mettez dans la liste des personnes à nous rendre. Donc là ils ont essayé de recommencer ce cirque. Bon, bien entendu, les deux républiques populaires ont protesté, hein, parce qu'elles ont dit que ça c'est une violation de l'accord obtenu à l'issue de la réunion format Normandie et des négociations menées à Minsk, puisque l'échange doit avoir lieu au format tous les prisonniers identifiés contre tous les prisonniers identifiés. Voilà. C'est pas le tous contre tous, parce qu'en fait, il y a plein de prisonniers, on sait pas où ils sont en Ukraine, on sait même pas s'ils sont vivants. Donc c'est pour ça qu'on a fait un tous identifiés pour tous identifiés. En gros, c'est ça. Donc là, Daria Morozova, la médiatrice aux droits de l'homme de la RPD, avait tiré la sonnette d'alarme en déclarant que l'Ukraine retirait donc des partisans de la République de la liste des personnes à échanger. Bon, elle a clairement dit ça que c'était inacceptable et que ça suggérait clairement une tentative d'interrompre, de foutre en l'air complètement, de saboter l'échange de prisonniers. Et ce sabotage est apparu quand les deux républiques ont commencé à vérifier les listes pour l'échange, justement.
Voilà. Alors, comment l'Ukraine a essayé de justifier de retirer ces gens des listes? D'après ce qu'a déclaré Andrei Marochko, le porte-parole de la milice populaire de la République populaire de Lugansk, en fait, Kiev a déclaré que plusieurs personnes refusaient d'être échangées. Voilà, c'était une technique que Kiev a déjà utilisée par le passé pour exclure des gens des listes de prisonniers. Parce qu'en fait, il faut savoir, la procédure, elle est faite comment? Pour faire l'échange de prisonniers, les détenus doivent rédiger une déclaration de consentement pour être échangés. Voilà, donc en fait, il est facile pour l'Ukraine de prétendre qu'un tel ou un tel refuse d'être échangé, hein, parce que, voilà, il suffit de dire, bah non, il n'a pas rempli la déclaration. Ouais, mais en fait, on n'est pas sûr que la personne, on lui a réellement demandé si elle voulait le remplir ou pas, si elle n'a pas subi de pression, soit des autorités ukrainiennes, soit de l'administration pénitentiaire ou du SBU, ou du procureur, parce que ça, on a déjà vu aussi. Donc, résultat des courses, les deux médiatrices des droits de l'homme, de la RPD et de la RPL, sont allées vérifier personnellement avec un représentant de l'OSCE hier et aujourd'hui auprès de chaque personne qui aurait soi-disant prétendument refusé d'être échangée. C'est pour ça que la date de l'échange n'a été communiquée qu'à la dernière minute. Donc voilà, ça a été fait, tout a été vérifié. Donc c'est bon, l'échange aura lieu demain. C'est qu'après cette procédure de vérification qu'on pouvait annoncer le nombre de personnes à échanger et la date de l'échange. Bon, faut dire que donc suite à cette tentative de sabotage, la RPL, entre autres, la République de Lugansk, avait mis en garde l'Ukraine contre cette modification unilatérale, en menaçant de modifier à son tour la liste des personnes qu'elle devait rendre à Kiev, en disant bah si vous commencez à retirer les gens, on va en retirer aussi. Voilà. Bon, finalement, devant ça, Kiev a reculé devant ces conneries. Hein, voilà. Donc la petite menace de chantage de l'RPL a porté ses fruits. Je pense que Zelensky se serait trouvé bien emmerdé pour dire aux familles de certains des prisonniers ukrainiens bah désolé, j'ai pas pu les récupérer parce que j'ai voulu faire le con en sabotant le truc, donc voilà. Donc l'échange aura lieu bien demain, comme je le disais, au format 87 contre 55. Je serai sur place pour filmer l'échange. Normalement, je prie et je croise les doigts, Daria Mastikacheva, cette femme dont j'avais parlé il y a 2 ans en arrière, devrait faire partie de l'échange. Elle a été enfin libérée après 2 ans et demi de détention sans procès. Vous imaginez, 2 ans et demi de détention, avec torture, hein. Elle avait été torturée, frappée par les agents du SBU pour essayer de lui extorquer des aveux. Donc vraiment, j'espère que ça va bien se passer, qu'ils vont pas faire comme il y a 2 ans, en 2017, où le SBU l'avait retiré des listes à la toute dernière minute. Donc j'espère vraiment que cette fois ça va bien se passer et qu'elle sera dans les gens qui vont être enfin libérés. Parce que là, la pauvre femme, elle en a vu toutes les couleurs. En plus, elle n'avait rien à voir, ni avec le conflit, ni avec la dégradation des relations entre la Russie et l'Ukraine. C'est vraiment une personne totalement innocente qui n'a rien à voir dans ce qui se passe actuellement, aussi bien sur le plan géopolitique entre les deux pays, ou ici dans la guerre locale entre Kiev et le Donbass. Donc voilà, j'espère vraiment que ça va se faire. Parce que vraiment, elle mérite de rentrer à la maison, parce qu'elle vit en Russie, hein, son mari est russe, Sergei Sokolov, qui est un homme qui est à la fois enquêteur, chargé de sécurité, il était chargé de sécurité, enfin chef de la sécurité d'un oligarque russe, qui était plutôt opposé à Poutine. Donc c'est pas un pro-Kremlin, hein. Mais c'est quelqu'un qui a travaillé entre autres sur le MH17. Donc je pense que c'est à cause de ça et à cause de certaines aussi de ses enquêtes sur certaines mafias et trafics en tout genre en Ukraine qu'elle a été kidnappée pour en fait faire pression sur son mari pour le pousser à arrêter d'enquêter sur certaines choses. Et puisqu'on parle du MH17, eh ben, en Ukraine ça a l'air d'être un beau bordel autour de ce dossier. Puisque des procureurs ukrainiens qui travaillaient au sein du JIT, donc qui est l'équipe internationale d'enquête sur le crash du MH17, ont été démis de leurs fonctions. Au début, donc moi j'avais publié un premier article qui parlait d'un procureur, qui semble-t-il c'était le dernier représentant ukrainien au sein du JIT, mais après un démenti officiel du procureur général ukrainien, la source de l'information originelle, Larissa Sargan, a détaillé ce qu'elle dit être la vérité. Donc en fait, le problème c'est qu'on a déclaration contre déclaration. Donc arriver à différencier le vrai du faux dans ce bordel et des petites magouilles politiques ukrainiennes, c'est pas simple. Donc c'est pour ça que je mets toutes les sources. Mais comme j'ai aucune confiance dans les instances officielles ukrainiennes, vu le nombre de fois où ils mentent ouvertement,
Je peux pas exclure qu'elle dit la vérité, la madame. Voilà. Parce que madame Sargan, en fait, c'est la secrétaire de presse de l'ancien procureur général ukrainien, ce cher Yuri Lutsenko. Et le 26 décembre, elle a publié sur sa page Facebook une déclaration disant que le procureur et seul représentant ukrainien au sein du JIT avait été viré. Elle n'avait pas communiqué le nom. La façon dont elle l'avait rédigé, en fait, on pensait qu'il y avait une seule personne, mais en fait, il y en avait deux. Bon, elle a rédigé ça de telle façon, c'était pas très clair. Donc elle avait dit les procureurs qui faisaient partie de l'enquête internationale, de l'équipe d'enquête internationale ont été renvoyés. Elle a précisé qu'a été renvoyé le chef du groupe ukrainien d'enquête sur le MH17 et seul procureur ukrainien, ajoutant qu'elle avait reçu cette information de collègues des Pays-Bas. Donc d'après elle, suite à cette nouvelle, Fred Westerbeke, qui est le procureur néerlandais qui dirige le JIT, est venu jusqu'à Kiev pour clarifier la situation, mais le procureur général ukrainien ne l'a pas rencontré faute de temps. Madame Sargan n'a pas mentionné le nom du procureur en question, mais elle a qualifié clairement cette manœuvre de tentative de vider l'enquête. Bon, faut dire que le renvoi d'un procureur ukrainien à 3 mois du procès qui doit avoir lieu sur le dossier du MH17, enfin même pas 3 mois maintenant, ça a quoi quand même soulevé quelques questions, surtout quand je regarde les autres nouvelles récentes concernant ce dossier. Parce que le Fred Westerbeke dont je parlais précédemment, il y a quelques jours en arrière, on a reçu des nouvelles comme quoi il va quitter le bureau du procureur aux Pays-Bas pour devenir le chef de la police de Rotterdam au 1er avril 2020. Non, c'est pas un poisson. C'est d'autant plus bizarre que le procès qui concerne le crash du MH17 doit commencer le 9 mars 2020. Ce qui voudrait dire qu'il faudrait qu'en tant que procureur en chef, il le mène en moins d'1 mois. Ça me semble un petit peu court pour un dossier international aussi lourd quand même. Sauf si bien sûr les conclusions sont déjà écrites et que le procès aura lieu juste pour la galerie, quoi. Voilà, hein, pour faire croire à un semblant de justice. Ou alors est-ce que l'équipe d'enquête est en train de se déliter et les mecs sont en train de se reconvertir vite fait parce que est-ce qu'ils voient que ça va virer à la catastrophe ce procès? Je ne sais pas. Parce que bon, la Russie a quand même déclaré être prête à fournir tous les éléments dont elle dispose concernant le MH17 lors de ce procès justement qui doit avoir lieu à La Haye. Une déclaration qui a été faite après que les Pays-Bas ont demandé à la Russie de coopérer à l'enquête concernant le fait que l'espace aérien au-dessus du Donbass n'avait pas été fermé. Alors moi ça me semble un peu étrange. Parce que bon, l'espace aérien au-dessus du Donbass, il appartient pas à la Russie, il appartient à l'Ukraine. Hein. Donc c'est avant tout à l'Ukraine de s'expliquer sur le fait qu'elle n'a pas fermé son espace aérien. Hein, qu'elle a donc mis en danger des avions civils. Donc je comprends pas bien pourquoi on se tourne vers la Russie. C'est vers Kiev qu'il faut se tourner pour leur dire mais pourquoi vous avez pas fermé votre espace aérien. Alors est-ce qu'ils ont eu peur parce que là ils se disent que bon jusqu'ici lors de ces petites conférences de presse le JIT pouvait écarter les éléments fournis par la Russie d'un petit revers de main sans même les examiner sérieusement. Mais que lors d'un procès, c'est normalement si tu le fais comme il faut. Hein, si tu le fais comme il faut. Si c'est un procès en sorcellerie façon procès des sorcières de Salem, oui, là effectivement, voilà. Mais là, le procès va être quand même très médiatisé. Et ça va être très difficile de balayer les choses d'un revers de la main comme Westerbeke l'a fait encore récemment avec les éléments que la Russie a fournis prouvant que les morceaux du missile Buk qui ont été présentés par le JIT, c'est en fait ceux d'un missile ukrainien qui avait été livré à une unité de défense antiaérienne ukrainienne par l'URSS. Voilà, là il suffira pas de dire que c'est pas convaincant, hein. Va falloir prouver que c'est vrai ou que c'est faux sur base d'expertise un peu sérieuse. Et là, si la Russie envoie des experts pour torpiller les experts occidentaux, je pense qu'il y a de bonnes chances que ça va donner des trucs assez folkloriques. Donc, en plus, les éléments qui, eux, sont apportés par l'Ukraine, comme les écoutes téléphoniques, risquent bien de plomber la crédibilité de l'enquête et du JIT dans son ensemble, puisque je rappelle qu'un des enregistrements parmi les premiers publiés par le SBU juste après le crash a déjà été prouvé comme étant un vulgaire faux par un expert judiciaire indépendant. Donc je vous renvoie au documentaire sur le MH17 que j'ai publié sur Donbass Insider en version française il y a quelques mois en arrière et auquel j'ai collaboré. Voilà, donc ça va commencer à sentir le sapin. En plus, là, il y a un autre documentaire qui est sorti, qui a été publié par cet ancien agent du SBU qui a fui en Russie, Prorozov, qui a fait tout un documentaire sur le MH17 où il explique qu'en fait, c'était impossible que ces bandes soient authentiques
les premières qui ont été publiées par le SBU, parce qu'elles ont été publiées dans les heures, puis les 24 heures qui ont suivi le crash, et il expliquait qu'en fait, ce genre de documents, pour que le SBU puisse les publier publiquement, ce qu'ils ont fait, hein, parce qu'ils ont publié ça sur YouTube quand même, hein, il dit il faut que les documents soient déclassifiés, ce qui prend à minima plusieurs jours. Donc c'est pas possible qu'en fait le SBU ait sorti des bandes audio authentiques parlant de ce qui s'est passé, du MH17, à peine quelques heures après. Ça, pour lui, ça montre clairement qu'il y avait un côté préparation, que c'était pas du tout, que c'était pas un accident, que c'était un false flag préparé, quoi, en fait. Donc c'est assez intéressant ce qu'il explique, parce qu'il explique la procédure interne que lui, il connaît, puisqu'il a travaillé au SBU, hein, donc il connaît les procédures internes au service de sécurité, et il dit c'est pas possible. Il faut plusieurs jours pour obtenir une autorisation de déclassification. C'est pas un truc qui se fait comme ça, hop, en une demi-seconde. C'est logique. C'est logique. Je veux dire, l'Ukraine, c'est comme ici ou comme la Russie, il y a une bureaucratie extrêmement lourde. Ce genre de truc, ça se fait pas en un claquement de doigts. Ça, je veux bien le croire totalement, c'est tout à fait crédible. Donc, il y a vraiment des choses très très bizarres. Donc, je pense que et il a interviewé des gens qui apparaissent dans ces bandes audio et qui disent clairement mais ce sont des faux. Ce sont des faux, enfin, les mecs qui te disent, voilà. En plus, quand tu sais que maintenant les logiciels de clonage de voix sont extrêmement perfectionnés et permettent de cloner une voix avec à peine quelques secondes d'échantillonnage, donc je peux prendre la conversation téléphonique de n'importe qui, utiliser un logiciel qui coûte la peau des fesses, hein, mais qui existe, et qui te permet de cloner la voix de la personne de manière extrêmement convaincante. Donc avec ce genre de truc, des bandes audio, ça vaut rien, ça vaut strictement rien. Juridiquement parlant, en tant que preuve, n'importe quel expert russe va pouvoir casser le truc en montrant qu'il peut cloner même la voix de, je sais pas, Monsieur Elliot Higgins, là, de Bellingcrap, ou d'autres, et de leur faire dire absolument n'importe quoi. Vous voyez, il y a un gros problème maintenant, la technologie a tellement avancé, et pareil pour les photos et les vidéos, qui servent de soi-disant preuve au JIT. Je veux dire, Photoshop, c'est pas fait pour les chiens, After Effects non plus. Avec ça, un bon expert, il te fait une vidéo qui a l'air plus vrai que vrai, quoi. Mais ça, c'est pas recevable en tant que preuve devant un tribunal. Il faut quelque chose d'un peu plus sérieux, quoi. Hein. Je rappelle aussi qu'on avait démontré qu'une autre des preuves, comme la soi-disant discussion sur contact avec un soldat de l'unité russe qui est soi-disant venu dans le Donbass pour abattre le MH17, ça venait d'un faux profil VK. Hein. Donc le faux meurtre de Babchenko qui a été organisé par le SBU, qui est quand même le SBU qui est le service qui fournit le plus gros des preuves dans le dossier du MH17, etc. Moi je pense que le procès va montrer que toute cette histoire c'était une fraude du début jusqu'à la fin, et je pense qu'il y a un bon risque que ouais, tous ces gens-là ils vont devoir se recycler, donc ils préfèrent quitter le navire, tu vois, avant que le Titanic finisse de couler, quoi. C'est fort possible, parce que c'est quand même très très bizarre. J'ai reçu, suite à la diffusion de cette information, donc comme je le disais, le bureau du procureur général ukrainien a démenti ce que Madame Sargan disait, en disant qu'il y avait toujours 7 procureurs ukrainiens au sein du JIT et 11 au sein de l'équipe nationale d'enquête. Mais Madame Sargan, elle n'a pas trop apprécié de se faire traiter de menteuse, et elle a précisé ce qui s'est passé. Donc déjà, elle a expliqué que, en disant que c'était 2 procureurs qui avaient été virés et pas 1. Ensuite, elle a attaqué le démenti lui-même, en disant qu'il n'y a jamais eu 7 procureurs ukrainiens au sein du JIT, mais 5, et que le reste, ce sont des enquêteurs du SBU. Et que sur ces 5 procureurs, l'un était jusqu'en août 2019 le premier adjoint du procureur général, hein, donc l'adjoint de Lutsenko. Il y en a 2 qui bossaient aux Pays-Bas pour signer tous les papiers, etc., et puis travailler sur le dossier des 4 suspects qui seront jugés en mars 2020, et 2 qui bossent en Ukraine. Sauf qu'en fait, il n'y a plus aucun de ces 5 procureurs qui est au sein du JIT, en fait. Le premier adjoint au procureur général, Storajouk, a été démis de ses fonctions après le changement de procureur général, donc une fois que Zelensky a commencé à virer les gars de Poroshenko un petit peu partout. 2 autres, Rybalko et Vassilenko, sont partis peu après, et les 2 qui restaient, qui étaient très actifs au sein du JIT, qui étaient Oleg Perezada, qui était présent depuis le premier jour, et Olesia Skripnik, sont ceux qui ont été virés récemment. Voilà. Et pour l'instant, la demande du premier adjoint de l'actuel procureur général ukrainien, donc Kasko, de diriger un groupe de procureurs ukrainiens au sein du JIT a été refusée. Donc pour l'instant, d'après Sargan, il y a actuellement un autre adjoint du procureur général, un chef de département et un procureur militaire.
mais il commence tout juste à se familiariser avec le dossier. Et comme je le dis, le procès va commencer dans 2 mois et demi. Je veux dire, quelle personne censée change d'avocat juste avant le procès? Tu le fais que si ton avocat est une bite, on est d'accord. Je veux dire, tu le fais que si vraiment le gars il est complètement naze, puis tu t'en rends compte à la dernière minute, et puis tu te dis que là tu vas aller au casse-pipe. Donc là, quand je vois que les mecs ils ont tous été dégagés, et que là ils mettent des bleusailles dessus, qui ont pas du tout suivi le dossier, qui sont pas au courant, qui ont rien suivi de... Alors, ils ont viré le mec qui était là depuis le premier jour, quoi. Donc là, il y a quand même quelque chose de très bizarre. Donc il y a des questions à se poser. Je pense que le procès va être très intéressant. Et puis donc je vous parlais de la situation de la censure en Ukraine, hein, parce qu'il faut appeler ça comme ça, puisque donc là Kiev est en train de préparer un projet de loi sur les médias. C'est le site Strana qui a tiré la sonnette d'alarme, qui a réussi à obtenir ce projet de loi avant qu'il soit soumis au vote de la Rada, et l'a publié en intégralité sur son site. Et quand tu lis le truc, t'as l'impression de replonger dans l'Allemagne nazie ou le roman 1984. Et ça fait d'ailleurs tellement bon la dictature que même Strana l'a critiqué. Strana, enfin, c'est pas 112, hein, c'est pas, enfin, je veux dire, c'est un média, ils sont quand même pas, enfin, ils sont pas violemment pro-russes quand même, hein. Faut quand même dire les choses comme elles sont. Donc quand même, eux, ils te disent qu'avec ça, ils pourront plus faire aucune couverture objective de ce qui se passe tant en Russie que dans le Donbass, non seulement dans les médias classiques, donc TV, radio, journaux, que sur Internet. Là, ça devient inquiétant. Je veux dire, quand tu vois même Strana commencer à tirer la sonnette d'alarme en disant alerte dictature, bon, là, tu te dis que ça sent très très mauvais. Donc, je disais que maintenant, ça va aussi s'étendre sur Internet, puisque effectivement, cette loi va lui permettre de bloquer, voire de faire fermer des sites qui ne rapporteraient pas les informations comme il faut. Hein. Ils vont en fait étendre les pouvoirs du Conseil national de radiodiffusion et de télévision, c'est-à-dire l'équivalent ukrainien du CSA, qui va se transformer en fait en ministère de la propagande. Hein, voilà, ils vont décider qui les informe et mérite d'être censuré ou de se faire prendre une grosse amende dans la gueule ou pas. Donc il faut savoir qu'actuellement, la procédure pour faire fermer un site, il faut aller devant un tribunal, hein, avec l'avocat de la défense, hein, débat contradictoire, et prouver que le site viole la loi pour pouvoir le bloquer. Et là, ils vont passer via une procédure accélérée, où en fait, là, donc ce conseil national, ce CSA ukrainien, va pouvoir se pointer devant le tribunal, que le propriétaire du site internet incriminé soit identifié et présent au tribunal ou pas. Donc vous vous rendez compte que là, ça va être très simple. Ils vont se pointer au tribunal, ils vont dire, bah on n'a pas identifié qui est le propriétaire, comme ça il n'y a pas d'avocat de la défense, pas de contre-argument, l'affaire est jugée en 5 minutes et le site sera bloqué. Voilà. Charge ensuite au propriétaire du dit site de se rendre compte que n'y a plus de trafic sur son site. Il va se tourner vers le Conseil national, qui a 10 jours ouvrés pour examiner la demande, voir si les violations, souvent à mon avis qui seront imaginaires, ont été retirées. Et à ce moment-là, retour devant les tribunaux pour faire lever le blocage. Donc, ce Conseil national va pouvoir bloquer n'importe quel site internet sans même convoquer son propriétaire au tribunal. Et le temps qu'il fasse appel, son site sera bloqué pour 2 semaines, ce qui équivaut à une sentence de mort pour la plupart des sites internet, hein, je veux dire. Et en plus, ils vont pouvoir se retrouver bloqués pendant 2 semaines, même s'ils n'ont pas violé la loi. Parce que je vous dis, il suffira au Conseil national là, de dire « Ah ben non, on n'a pas trouvé le propriétaire, paf, l'affaire est jugée en 5 minutes et le site est bloqué pendant au minimum 2 semaines, hein, au minimum. » Voilà. Donc ça, enfin, Strana l'a très bien décrit. Ils ont dit ça, c'est un peloton d'exécution pour site internet. Je trouve que l'image est très bonne. C'est effrayant. Cette loi va aussi permettre aux autorités, donner le droit aux autorités de décider qui est journaliste ou pas. C'est magique. Hein. En gros, si vous dites pas tout comme il faut, votre carte de presse, on vous la sucre. Ça rappelle quand même la méthode des nazis, hein, qui imposait aux journalistes étrangers de ne dire que du bien de l'Allemagne nazie s'ils voulaient pouvoir continuer à travailler dans le pays. Sinon, ils étaient expulsés. Voilà, on déclarait qu'ils étaient plus journalistes, on leur retirait leur carte et on les foutait dehors. C'est pareil, hein.
Quand je vous dis qu'idéologiquement, c'est les mêmes. Hein. C'est... Voilà. Bon, bien sûr, dans la droite ligne de la décommunisation menée depuis 2014, la loi interdit de parler positivement des dirigeants communistes ou même des forces de l'ordre soviétiques, sauf s'ils ont développé la culture et la science en Ukraine. Donc là, on pourra plus dire que l'URSS a construit X routes, hôpitaux, avions ou usines en Ukraine, hein, parce que ça serait positif. Ou alors, faut pas mentionner que c'est l'URSS. Voilà, et ils se sont construits tout seuls. Voilà, c'est magnifique. Alors, sachant qu'en plus, moi ça me fait bien rire, parce que je rappelle quand même que c'est l'URSS qui a créé l'Ukraine, hein, telle qu'elle est actuellement, qui l'a dotée de bon nombre de territoires que la petite et éphémère République populaire d'Ukraine n'a pas eu et n'a jamais eu, et que donc c'est un point positif à mettre au crédit des soviétiques. Donc ça va être maintenant interdit d'en parler en Ukraine ? Alors ça s'appelle la réécriture de l'histoire. Là, on se croirait dans le ministère de la Vérité de 1984. Hein. Là, on est en plein dedans. Enfin, vous vous rendez compte de jusqu'où ça va aller, cette loi. C'est vraiment extrêmement grave, en plus. Hein. Alors, en principe, cette loi interdit aussi de parler de manière positive des nazis. Mais là, par contre, il n'y a pas de détails. Contrairement à l'interdiction qui est faite vis-à-vis des communistes. Alors, moi, je pense que c'est juste là pour le décor. Parce que si la glorification des collaborateurs des nazis était interdite, je pense qu'on va assister à une belle dissonance cognitive de haut niveau dans tout le pays, puisque je rappelle quand même que plusieurs des héros nationaux de l'Ukraine sont des collaborateurs de nazis du genre Stepan Bandera. Ça ferait un peu tâche là d'avoir des héros nationaux dont tu peux pas parler positivement dans les médias. C'est intéressant comme concept. Hein. Voilà, puis je crois d'autant moins au fait que ça va être réellement condamné, que je rappelle quand même que l'Ukraine a été le seul pays cette année avec les États-Unis à voter contre la résolution de l'ONU combattant la glorification du nazisme et du néonazisme. Voilà. À un moment, il faut être cohérent dans le truc, hein. Sinon ça se voit un petit peu hein, quand vous foutez de la gueule du monde. Certains points de la loi sont aussi complètement flous. Par exemple, le fait de montrer du contenu violent à des enfants sans contrôle parental serait une violation grave hein, des règles. Donc en clair, un média pourrait être puni parce qu'ils ont montré une vidéo des bastons qui émaillent régulièrement les sessions du Parlement ukrainien. Voilà. On en est là quand même. Hein. Pareil pour d'autres sujets interdits qui risquent de donner lieu à des trucs assez folkloriques, comme l'évaluation positive d'un acte criminel ou l'idéalisation de l'auteur d'un crime, vu qu'il y a quand même pas mal de journalistes ukrainiens qui ont quand même comme tradition personnelle de faire l'éloge des meurtriers, hein, comme le tireur de la Loubianka là, qui a battu 2 officiers du FSB à Moscou. Soit ces mecs-là vont pointer au chômage, soit je pense qu'on va assister à un double standard. C'est-à-dire que selon qui la personne a tué, en fait, ça sera répréhensible ou pas. Je pense que les meurtriers de Russes ou d'habitants du Donbass, je sais pas pourquoi je sens bien venir qu'ils vont échapper à la censure. Je le sens d'autant mieux venir qu'il y a quand même toute une section complète, pas un article, une section complète de la loi, la numéro 9, de cette loi sur les médias, qui va s'appliquer spécifiquement à la Russie, hein, donc qui est mentionnée comme étant le pays agresseur, hein, et à l'agression armée menée par ce pays contre l'Ukraine, hein, pour fixer les règles de la censure qui s'y appliquent. Donc par ricochet, ces mesures s'appliquent aussi aux 2 républiques populaires, puisque selon la propagande délirante de Kiev, nous ne serions que des administrations d'occupation du pays agresseur. Hein. Non, c'est un peu n'importe quoi. Bon, déjà, cette section du projet de loi commence de manière assez hallucinante en mentionnant que les mesures de cette section s'appliquent tant au pays agresseur qu'à ses successeurs légaux. En clair, les auteurs de cette loi ont couché dans la loi leur fantasme de voir la Russie disparaître. Ça date pas d'hier, hein, qu'ils fantasment que la Russie va disparaître. Et en plus, ils considèrent par avance que tout pays qui en serait issu serait forcément lui aussi un pays agresseur. Alors, ça s'appelle du délire paranoïaque. Hein. C'est une maladie psychiatrique qui se soigne très bien en hôpital avec des petites bouboules roses et non. Là, quand je vois ça, je me dis mais qu'est-ce que foutent les psychiatres ukrainiens? Ces gens-là, ils auraient dû être internés. Les gens qui sortent ça auraient dû être internés depuis belle lurette, hein, je vous le dis tout de suite.
Voilà, parce que de 1, la Russie en rien agressé l'Ukraine, parce que je rappelle, l'armée russe n'est pas dans le Donbass. Si l'armée russe était ici, la guerre aurait été finie en 2 semaines, le drapeau russe flotterait sur Kiev, et ça ferait pas plus de 5 ans qu'on a des gens qui meurent ici dans le Donbass. Hein. Je veux dire, faut arrêter les conneries. Et en plus, le gouvernement ukrainien aurait pu porter plainte pour annexion de territoire devant le tribunal de l'ONU, ce qu'elle n'a jamais fait, même vis-à-vis de la Crimée. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Et puis en plus, si on regarde la situation économique, politique, sociale, etc. des deux pays, celui des deux qui a le plus de chances de se désintégrer en plein vol dans un avenir plus ou moins proche, c'est l'Ukraine, c'est pas la Russie. Voilà. Mais alors là où ça devient encore plus délirant, c'est quand on regarde la liste des choses interdites vis-à-vis du pays agresseur. Sont ainsi interdits par cette loi la diffusion de toute promotion ou propagande des organes du pays agresseur, hein, c'est-à-dire la Russie, de ses officiels et de ses organisations. Sont aussi interdits de couverture médiatique leurs actions ou déclarations qui justifient l'agression armée et la violation de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, y compris le déni public de ces actions. Donc en clair, les médias ukrainiens ne pourront plus diffuser aucun discours d'officiel russe, même de Poutine, s'ils parlent des réalisations de la Russie, de choses positives que fait l'État russe, s'ils niquent la Russie à annexer la Crimée, envahir le Donbass, donc même quand il va dire mais ce que vous racontez c'est de la merde et qu'il vous apporter des faits pour vous dire que ce que vous racontez c'est de la merde, et ben les médias ukrainiens ne pourront plus le rapporter. Donc là c'est vraiment de la distorsion de réalité. Pour les RPD et les RPL par exemple, ils pourront plus mentionner que les charges communales sont plus basses ici qu'en Ukraine par exemple. Parce que c'est une information positive sur une administration d'occupation, hein, si on suit la logique délirante de Kiev. Donc si on fait simple en fait, là les médias ukrainiens ont désormais interdiction de publier des informations sur la Russie ou les républiques populaires qui soient positives. Voilà. Il faut que ce soit que du négatif. Voilà. D'ailleurs, le projet de loi le dit de manière franche et directe dans le 3e paragraphe de l'article 119 de la loi, qui stipule que la couverture positive des activités des autorités de l'État agresseur est interdite. Interdite. Les informations sur leurs activités devraient être fournies dans le respect des principes d'objectivité et d'équilibre. Sauf que le principe d'objectivité et d'équilibre, c'est que quand tu as une news positive, tu la rapportes comme étant une news positive. Si tu passes ton temps à contrebalancer des trucs négatifs, mettre des trucs négatifs pour contrebalancer le positif, c'est plus une couverture objective des choses. Ça devient du débilisme. Et en plus, ça n'a rien d'un principe d'objectivité. Au contraire, une loi comme ça viole totalement le principe d'objectivité qui est imposé aux journalistes et la charte de Munich. Hein. Là, je vous le dis tout de suite. Là, ils sont en train de se torcher avec. Hein. Donc en clair, une fois la loi passée, par exemple, les médias ukrainiens pourront pas dire que Poutine a inauguré le pont ferroviaire vers la Crimée. Et voilà, ils vont devoir ajouter que le pont viole les normes du droit international, que la Crimée est annexée, et puis surtout ressortir toutes les âneries des pseudo-experts ukrainiens, hein, les mêmes qui avaient prétendu que c'était impossible de construire ce pont. Voilà. Donc là, maintenant, les nouvelles conneries, c'est de dire que le pont ne tiendra pas un mois, qu'il sera emporté par les courants sous-marins. Voilà. Donc, cette loi va obliger les médias ukrainiens à passer pour des cons en permanence. Je pense qu'une fois qu'elle sera passée, on va avoir des pendant ce temps-là à Kiev à gogo. Je vais devoir faire un tri drastique parce que ils vont tomber dans le ridicule permanent. Même la Pravda aura l'air sérieuse en comparaison. Je veux dire, là, ça devient n'importe quoi. En plus, ça veut dire aussi que la diffusion d'informations inexactes concernant l'agression armée, c'est-à-dire en fait en réalité, c'est la guerre civile dans le Donbass. Hein. Et les actions du pays agresseur, de ses officiels et de ses organisations, voilà, ça sera interdit de diffuser des informations inexactes. Alors, inexactes selon quoi? Ça, c'est la bonne question. En clair, ça veut dire qu'ils vont devoir ressortir juste les communiqués du quartier général de l'armée ukrainienne et qu'il sera impossible, en fait, de donner différents points de vue. Il sera impossible, voilà, on va te dire non, c'est de la fake news, tu vois, ils vont inventer le délit de fake news. Alors c'est interdit aussi de rapporter des informations qui appelleraient à changer l'intégrité territoriale ou l'ordre constitutionnel du pays. Donc ça veut dire que, par exemple, appeler à appliquer les accords de Minsk qui demandent un changement constitutionnel du pays, tu vas plus pouvoir dans les médias ukrainiens. Je rappelle que l'Ukraine a signé ce papier quand même. Vous voyez le niveau quand même, là on en arrive à des trucs, ça devient délirant. Sera interdit aussi la diffusion de programmes et de matériel, sauf pour matériel d'information ou d'analyse, concernant les personnes figurant sur la liste des menaces pesant sur l'espace médiatique ukrainien. Donc en clair, les journalistes qui comme moi sont sur la liste des sanctions ukrainiennes ou sur Miro Dvorets, on ne pourra plus ni être cité ni mentionné par les médias ukrainiens, sauf
bien sûr pour nous cracher à la gueule ou pour cracher sur notre travail. Ce projet de loi interdit aussi aux citoyens russes de posséder ou de contrôler des médias en Ukraine, ce qui est une violation des normes du droit international. En matière de liberté de la presse, hein, quand même. J'aimerais bien qu'Harlem Désir, qui s'occupe de ces questions au sein de l'OSCE, nous sorte un truc un peu plus costaud que ces jérémiades habituelles. Non, pardon. C'est déclaration de préoccupation. Hein, voilà, quand il dit qu'il est inquiet, qu'il est préoccupé, voilà. Si tu pouvais passer le cran au-dessus, Harlem, ça serait gentil. Parce que là, quand même, si tu me sors juste que t'es juste préoccupé et que vous faites rien de plus contre l'Ukraine, alors que c'est de l'instauration de dictature, ben en fait vous vous en rendez complice, quoi. Voilà, je vous dis ça comme ça. Voilà, à un moment il faudra rendre des comptes. Hein. Voilà, le Nuremberg numéro 2, je pense qu'il va vraiment falloir un stade énorme pour mettre tout le monde. Enfin, c'est vraiment effrayant. Cette loi prévoit aussi la création d'une espèce d'ordre des médias, hein, qui travaillera sous l'égide du CSA ukrainien, là, qui sera chargé donc de fixer les règles pour la diffusion de l'information, évaluer les violations des règles médiatiques, avec des décisions prises à la majorité des voix, donc 55%. Le petit problème, c'est qu'en fait, chaque média aura droit à un représentant, quelle que soit sa taille, son audience et son importance. Donc en fait, le gouvernement ukrainien va avoir très facile. Hein, ils vont créer 50 petits médias de merde ou blogs, etc., qui vont faire valider par leur CSA ukrainien, là. Et puis, comme ça, ils vont avoir le quorum nécessaire pour être sûr de faire passer tout ce qu'ils veulent, quoi. Ça va être très très simple pour eux. Surtout que seront admis aussi des représentants d'autres structures publiques, comme des experts en médias qui sont en réalité des lobbyistes. Donc Kiev va s'assurer d'avoir un pourcentage de personnes acquises à sa vision des choses, et je pense que ce truc, ça va être une chambre d'enregistrement. Bon, clairement pour moi, ce projet de loi sur les médias, c'est une très grave violation de la liberté d'expression en Ukraine, une tentative claire d'instaurer une censure digne des pires dictatures de l'histoire, parce que là, les médias ukrainiens pourront plus couvrir objectivement la situation en Russie et dans le Donbass, ils vont devoir réécrire l'histoire du pays, enfin je veux dire, ça devient n'importe quoi. Et le pire, c'est que ce muselage de la presse ukrainienne se fait dans le silence le plus total de l'OSCE, de l'Union Européenne, etc., qui sont pourtant les premiers à dire qu'ils défendent les droits de l'homme. Hein. Donc voilà, moi je dis, depuis le Maïdan de 2014, on voit l'Ukraine qui s'enfonce de plus en plus dans la dictature et le néonazisme, et les patrons occidentaux font semblant de ne rien voir, voilà. Moi, si cette loi elle passe, je pourrais plus dire que j'ai des collègues journalistes en Ukraine. Ce sera plus des journalistes, ce sera des propagandistes qui vont recopier sans changer la moindre virgule les communiqués officiels du ministère de la propagande. Et tous ceux qui dérogeront à cette règle vont se faire licencier, perdront leur carte de presse, et les médias qui auront diffusé leur contenu vont être punis, fermés ou bloqués pour les sites internet. Voilà, donc voilà. Les néo-nazis ukrainiens en avaient rêvé, Zelensky l'a fait, voilà, on a le ministère de la propagande en Ukraine, et puis ça vous montre clairement que Zelensky est encore pire que Poroshenko. Voilà, il est encore pire, il est pas mieux, hein. Alors pendant ce temps-là à Kiev, c'est pendant ce temps-là à Berlin, en fait, puisque le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Vadim Pristaiko, a demandé à l'Allemagne de fournir une assistance militaire à l'Ukraine, mais Berlin a dit nein. Voilà, il a dit « J'espère que Berlin repensera cette position prudente et décidera quand même de renforcer les capacités de défense de l'Ukraine. Hein. » Pristaiko a également noté que l'Allemagne et l'Union Européenne avaient fait beaucoup pour l'Ukraine, mais pas assez pour arrêter les pertes humaines. Comme je l'ai dit plus tôt, hein, arrêtez de mener des attaques contre nous, arrêtez de nous bombarder la gueule, il y aura déjà moins de pertes humaines. Hein. Je vous le dis, c'est pas à l'Allemagne et à l'Union Européenne de faire quelque chose. Non. C'est pas à eux de remplacer vos soldats. Je vous le dis tout de suite, ils le feront pas. Hein. Non. Ils ont pas envie d'affronter les Russes. Hein. Il a aussi, Pristaiko, déclaré qu'il n'était pas satisfait quand il a vu qu'il y a seulement une minorité d'Allemands qui soutient les sanctions contre la Russie. Bon, je vais commencer déjà par les sanctions, hein, parce que, vu le mal que ça fait à l'économie allemande et aux autres pays européens en général, c'est un petit peu logique que ça soit pas très soutenu. Hein. Les businessmen et puis les gens qui perdent leur boulot à cause de ces sanctions, ils vous remercient pas. Hein. C'est un peu normal. Hein. Berlin, c'est pas une œuvre de charité dédiée à l'Ukraine. Hein. Et puis pour ce qui est de l'aide militaire, alors je vais vous expliquer pourquoi ça se fera jamais. Hein, de même que l'Allemagne avait refusé de vous filer des représentants pour essayer de forcer une fois de plus le détroit de Kerch, le passage du détroit de Kerch avec vos bateaux militaires.
Alors, déjà de 1, l'Allemagne dépend grandement du gaz russe, donc Tati Merkel, elle va pas se mettre Moscou à dos en vous fournissant de quoi continuer à assassiner des habitants du Donbass. Hein, voilà. L'Allemagne soigne déjà vos soldats, y compris les néo-nazis, hein, donc fermez-la. Dites merci et fermez-la, c'est tout. Voilà, merci, puis ta gueule. Voilà. C'est déjà beaucoup, je trouve que l'Allemagne se rend déjà bien complice de vos conneries. Et puis en plus, l'Allemagne se souvient encore ce que lui a coûté la dernière guerre contre la Russie. Bon, à l'époque c'était l'URSS. Et je pense que Berlin a pas trop envie de se retrouver embringué dans un conflit avec Moscou, en se retrouvant complice de vos crimes de guerre et possibles conneries militaires dans le Donbass. Je pense que... Non, ça tente pas Merkel. Concernant le gaz, donc ça a l'air de se préciser, mais les négociations à Vienne se poursuivent pour signer de manière effective le contrat. Gazprom a déjà filé à Naftogaz les 2,9 milliards donc, qui étaient prévus par l'accord. Mais donc, comme je le disais, donc là c'est un contrat de 5 ans, l'Ukraine va y perdre sur le long terme. Beaucoup plus que ce qu'elle gagne avec les presque 3 milliards qu'elle a gratté, en fait, bref. Et puis en fait ça laisse juste le temps à Gazprom en fait de finir de construire Nord Stream 2, puisque Nord Stream 2 a pris du retard à cause des sanctions américaines qui ont été votées. Donc là en fait Gazprom a son propre navire qui était en fait complètement de l'autre côté, il était en plein Pacifique, il était dans le Pacifique, donc là il faut qu'il fasse tout le tour de la Terre pour venir dans la mer Baltique pour poser les tuyaux, donc ça va lui prendre 2 mois parce que c'est pas des bateaux très rapides. Donc voilà, bah, on va attendre. Donc, mais bon, Nord Stream 2 sera opérationnel en 2020. Donc ce contrat, c'est juste un moyen de maintenir quelque chose, le temps de faire tampon. Voilà. Mais l'Ukraine voit quand même la quantité de gaz qui transite par ces tuyaux fortement réduite. Déjà dès la première année, un bon tiers, moitié moins à partir de l'année d'après. Donc ça veut dire des revenus qui vont fortement diminuer aussi. C'est pas très bon signe d'ailleurs qu'ils continuent à négocier à Vienne encore la dernière minute. Hein. Je veux dire, il faut qu'ils signent vite parce que là, sinon ça va être de nouveau un beau bordel. La loi sur la libéralisation de la vente des terres en Ukraine est en train de faire un beau scandale. Timoshenko est en train d'exciter les gens, mais elle a raison, hein, en disant qu'ils vont finir au niveau du tiers-monde et ils vont se retrouver comme les pays africains dépouillés de leurs terres et où les gens vont crever de faim. Donc elle dit on va finir comme les pays du tiers-monde. Elle a totalement raison là-dessus. Donc c'est en train d'exciter les gens et je pense que c'est pas fini. Je pense que ça va être l'objet de pas mal de remous dans l'année à venir pour Zelensky. Mais de ce que moi je vois, Zelensky il est encore pire que Poroshenko et voilà, c'était pour faire passer la pilule d'un certain nombre de réformes que les patrons occidentaux, dont le FMI, veulent, hein, la libéralisation de la vente des terres, la levée du moratoire, ça c'est quelque chose que le FMI demandait depuis un bon moment. Donc là, clairement, Zelensky, il est en train de... Il est en train de... Comment dire Comment dire ça, les choses de manière polie. Les Ukrainiens sont en train de se faire enfiler, quoi. Ça va très mal, je pense, se terminer quand même pour l'Ukraine. Hein. Je veux dire, là, ça va devenir de plus en plus catastrophique. Parce que là, oui, ils ont gratté 3 milliards. Donc l'année qui vient, ils vont encore plus ou moins s'en sortir niveau budget. Mais dès l'année d'après, bah, je vous dis, ils vont avoir perdu la moitié du transit, donc la moitié des revenus, donc 1,5 milliard à peu près, hein, grosso merdo. Même s'ils augmentent, allez, même mettons s'ils augmentent le tarif du transit pour compenser, ils vont perdre quand même, je pense, un bon gros milliard. Donc 1 milliard, c'est quand même 1% du budget de l'État. C'est pas du tout un truc, c'est 1% de leur PIB, c'est énorme. 1% du PIB, donc à long terme, c'est un très mauvais calcul tout ça, tout ce qu'ils ont fait. Donc voilà la situation. Je vais voir si je reprends les sites rep la semaine prochaine ou dans 15 jours, parce que j'ai vraiment besoin de repos, je suis quand même très fatiguée. Vu que demain je vais travailler pour aller filmer l'échange de prisonniers, je pense que je vais avoir besoin d'un petit peu plus de temps que ce que j'avais compté au départ, donc il est possible que vous me retrouviez que dans 15 jours pour le site rep. Donc ne vous affolez pas, c'est tout à fait normal, tout va bien, je vous souhaite par avance une bonne année, un bon réveillon, fêtez ça dignement mais sans excès au niveau de l'alcool, et je vous retrouve début d'année prochaine pour le 172e site rep sur le Donbass. Et je vous souhaite une bonne fin de week-end.